Messieurs et dames de la presse, chers professionnels des médias, moi, mon nom c'est Irachan Gracien de Saint-Nicolas, je suis député national de l'opposition. Je suis réélu dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri. Alors j'interviens par les pouvoirs constitutionnels de notre pays, à son article 101, alinéa 4, où le député national représente la nation. Nous avons voulu faire cette conférence de presse pour fixer l'opinion par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Vous savez, la RDC traverse une crise qui s'aggrave au jour le jour avec des conséquences dramatiques sur la population civile. Du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, tous les signaux sont pratiquement au rouge. Et vous savez, les Congolais n'ont plus confiance à personne. Les Congolais n'ont pas confiance aux Congolais. Les institutions n'ont plus confiance entre elles. Il est vrai que la crise politique que nous sommes en train de vivre au Congo, elle est devenue vraiment, vraiment profonde. Et la crise se voit même au niveau des différentes institutions. Et quand les institutions ne sont pas bien gérées, quand les institutions ne sont plus en mesure de suivre la loi portant leur fonctionnement, c'est le chaos total. Et la particularité est que la crise, elle est profonde au sein de la classe politique. La majorité elle-même abrite les conflits à son sein. L'opposition est en conflit avec elle-même. La majorité a conflit avec l'opposition, l'opposition a conflit avec la majorité. Et la conséquence est que le pays est en train de disparaître, avec toutes les conséquences que vous êtes en train de vivre ces derniers jours. Je ne voudrais même pas rappeler qu'aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui est livré au monde entier comme un terrain de promenade, où les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent. C'est ici le moment de déplorer cette agression que nous sommes en train de vivre à l'est de la RDC par le Rwanda, mais aussi toutes ces forces étrangères qui existent en RDC, en dehors du Rwanda, qui a agressé les pays. Il n'est pas normal dans un État souverain comme la RDC, qui ait toutes ces forces, tous ces pays qui puissent exister et exercer leur influence. Vous savez qu'il y a les opérations conjointes Ouganda et FARDC. L'Ouganda, c'est un autre pays. Quand vous prenez la MONUSCO, qui a fait plus de 25 ans sans aucun bilan aujourd'hui, qui abrite le monde entier à son sein, parce que ce sont les Nations Unies. Quand vous prenez les alliés du gouvernement, et vous prenez les alliés de toutes ces forces qui opèrent en RDC, franchement, ça fait la honte. La RDC devient la terre de désespoir. À l'Est, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Inutile qu'on puisse vous les rappeler que la rébellion fait rage avec l'agression, les groupes armés. Du côté ouest, vous connaissez qu'il y a des situations avec les Mobondo. Et quand vous voyez le plus grand mal qui tue et que le peuple congolais ne sait pas, c'est la famine. Le peuple congolais est affamé et tous les jours, les gens meurent d'une façon isolée, mais personne ne sait comptabiliser ces nombres, tout simplement parce que le peuple n'a plus rien à manger. En dehors de tout cela, vous trouvez qu'aujourd'hui la RDC, c'est un pays où il n'y a plus de routes.
Un pays où il n'y a plus aucune politique de la santé. Un pays où il n'y a plus une politique éducationnelle. Un pays où la gouvernance est chaotique avec tous les résultats que nous savons aujourd'hui, que ce soit dans la ville de Kinshasa et dans toutes les provinces. Mesdames et messieurs de la presse, la situation est grave. En dehors de tous les maux que nous vivons dans notre pays, vient encore de s'ajouter la catastrophe naturelle. Nous sommes avec vous à Kinshasa. Vous savez que ces 2 dernières semaines, nous avons vécu les pires cauchemars au sein de la population. Il est donc temps que la population réfléchisse, que les dirigeants réfléchissent sur ce qu'il faut faire afin que nous puissions sortir de cet état que nous sommes en train de déplorer tous. Nous avons apprécié le processus de Nairobi. Nous avons apprécié le processus de Luanda. Nous avons apprécié l'initiative de la CENCO et de l'ECC. Et enfin, nous avons aussi apprécié l'appel du chef de l'État pour l'unité et la cohésion nationale à travers la consultation que le conseiller spécial chargé de sécurité a organisé. Mais dans tous ces processus, dans toutes ces initiatives, le peuple reste orphelin. Tous ces processus tardent à pondre de bons résultats qui permettront à ce que la population se retrouve. Nous sommes donc face à une population qui est dans le désespoir total, une population aujourd'hui qui est abandonnée, qui est devenue aigrie, qui n'a confiance à personne pratiquement. C'est le temps pour nous, en tant qu'hommes politiques, de réfléchir profondément. Est-ce que nous servons ce peuple? Que nous soyons de la majorité, nous soyons au pouvoir. Est-ce que nous avons servi ce peuple? Que nous soyons de l'opposition, est-ce que nous avons servi ce peuple? Ou c'est plus nos intérêts qui passent en premier, en priorité? Et il est vrai aujourd'hui que la classe politique que nous sommes en train de vivre au Congo n'a pas produit de résultats depuis 1960, depuis l'indépendance. Aucun résultat. Parce que si nous prenons les indicateurs, la RDC s'est enfoncée plus que ce que nous avions dans les années 60. Ça veut dire tout simplement la classe politique, elle a échoué. Elle a échoué complètement. Il est donc temps que d'autres personnes, que d'autres acteurs, que les politiciens qui sont encore là, qu'ils réfléchissent comment on peut faire les choses autrement. Et c'est là où nous sommes en train de décrier toutes ces caprices politiques, toutes ces politiques grossières où les gens veulent se rétracter. Ils se justifient au nom du peuple, mais en fait, ils ont leurs intérêts. Et le peuple aussi a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons. Le peuple observe, mais le peuple n'agit pas. Nous appelons donc aujourd'hui tous les dignitaires, les hauts dignitaires de l'État, à se mettre au service de la population. Il est temps que le peuple retrouve en fait sa part dans tout ce que nous faisons comme activité politique, dans tout ce qui est gestion de ces pays. Et donc, le premier appel que nous lançons à travers cette conférence de presse, c'est au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous en appelons à sa bonne volonté. La politique qu'il a appliquée dès son accession au pouvoir jusqu'à ce jour a montré ses limites. Il est important
comme il est chef de l'État, qu'il réforme les choses en faveur du peuple. Et pour cela, nous comptons sur sa bonne volonté. Parce que nous n'allons pas aller en affrontement contre les Congolais que nous sommes. Depuis 1960, que ce soit Kasavubu, que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Tshisekedi, tous ce sont des Congolais. Nous sommes tous des frères. Ce que nous devons privilégier, c'est notre intérêt commun, c'est la République démocratique du Congo. Il est important donc que les chefs de l'État réfléchissent sur sa politique qui n'a pas produit de résultats pour que les choses aillent autrement. Il est important aussi à l'opposition, moi j'ai été opposant depuis 2018, de ne pas toujours crier dans les médias, de ne pas toujours condamner ce qui se passe, mais de prêter aussi main forte pour que la gestion des affaires, pour que la gestion de l'État produise un effet positif pour cette population. Nous disons donc que l'opposition doit être constructive, doit être républicaine en faveur du peuple. Nous devons bannir avec cette façon de mettre la haine, de s'aimer la haine dans la politique. Parce que ce que nous vivons en RDC, c'est comme si nous sommes des ennemis entre nous. Et pourtant, nous sommes des frères. Nous devons apporter des solutions à ceux qui gèrent. Et ceux qui gèrent doivent aussi apporter des solutions à ceux qui sont en dehors de la gestion. Je voudrais quand même rappeler ici que l'opposition est muselée. L'opposition est écrasée. L'opposition ne sait plus exprimer ses droits. Et vous savez combien nous sommes en prison. Nous avons fui, nous sommes en exil. Personne ne sait descendre dans la rue. Personne ne sait parler mal parce qu'il sera interpellé, arrêté. Et pourtant, un pouvoir sans opposition dans un régime de démocratie, c'est un pouvoir qui ne vaut pas la peine. Ça sera un pouvoir déséquilibré, un pouvoir qui ne profite pas à la population. Et donc, il est important que les pouvoirs en place et que l'opposition collaborent, travaillent ensemble. Et moi, en tant qu'opposant, je voudrais quand même demander à mes frères opposants de cesser avec la politique des chaises vides, d'affronter les gouvernements en face, d'aller vers les gouvernements pour proposer des pistes de solutions, d'aller vers le gouvernement pour réfléchir ensemble, pour donner les cahiers de charges qui constituent ce que nous n'apprécions pas, nous, en tant qu'opposants. Je l'ai répondu, j'y ai revenu plusieurs fois lors de nos échanges, que ce soit avec les chefs de l'État, que ce soit avec les conseils spéciaux, pour que l'opposition ait quand même ce climat de travail. Mais que l'opposition aussi n'exagère pas, parce qu'à un moment donné, nous sommes dans un pays comme si l'opposition s'imposait en dehors de la loi. Et ça, c'est condamnable. C'est dans cette optique aujourd'hui où le pays ne marche pas, où nous sommes en crise, où nous vivons le chaos partout dans les 26 provinces, y compris la ville de Kinshasa, que nous avons pris l'initiative avec d'autres opposants qui ont la bonne volonté d'aller rencontrer les conseillers spéciaux chargés de sécurité pour dire clairement les mots qui rongent notre pays, pour demander à ce que nous puissions contribuer que la guerre cesse, pour dire clairement que le pays doit changer et que le peuple doit retrouver sa valeur. Et donc, messieurs, mesdames de la presse, nous sommes donc disposés à répondre à vos questions parce que nous pensons que l'heure est venue où nous devons réfléchir autrement et prendre nos responsabilités en tant que fils de ces pays. Nous n'allons pas compter sur les étrangers. Nous n'allons pas compter sur les autres pays pour ramener la paix en RDC. La prospérité de la RDC, la paix en RDC, ça se fera par les Congolais eux-mêmes. Ce sont les Congolais qui vont construire leur pays, les Congolais et les Congolaises. Je vous remercie.
Il ne faut pas l'isoler dans son contexte. La situation sécuritaire est le résultat de la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance s'est accumulée depuis 1960 jusqu'à ce jour. Vous savez l'histoire de la RDC, comment Mobutu a pris le pouvoir, parce qu'il y avait déjà les chaos. Mobutu prend le pouvoir, il a un pouvoir autoritaire. Après, il y a contestation, Laurent Désiré Kabila amène son groupe armé qui est affilié au Rwanda et constitue une rébellion, et la violence amène ces étrangers qu'on pensait résoudre la question de la RDC, mais qui viendront plutôt détruire la RDC. Et donc, il y aura cycle de violence encore parce que ces pays qui sont rentrés vont organiser de nouvelles rébellions qui vont revenir sous forme de RCD Goma et de RCD KML, MLC et autres. Et vous savez bien que ces rébellions vont négocier et vont abandonner les armes, mais il y aura processus d'intégration. Et c'est le processus d'intégration qui va créer tous les maux que nous vivons aujourd'hui, parce que déjà même Laurent Désiré Kabila, en créant une barrière avec la population, en leur remettant des armes pour s'autodéfendre, il a créé indirectement les groupes armés qui pilulent aujourd'hui. Et même Joseph Kabila, quand il va revenir au pouvoir, il va trouver ces groupes armés déjà présents. Et avec tout ce qui est mixage, brassage, on va hériter d'une situation très compliquée où on aura des infiltrés dans l'armée, des gens qui échappent complètement au contrôle de l'armée. Et donc on aura un méli-mélo des armes qui circulent partout. Et finalement, on en est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui. La situation que nous connaissons sur le plan sécuritaire à l'Est, vous le savez très bien, le MV3 n'est pas une création d'aujourd'hui. Il y a eu CNDP, il y a eu, je ne sais pas, tous ces groupes qui sont passés. C'est un avènement, c'est toute une série d'avènements. Et donc, en fait, il y a un problème de gouvernance qui remonte non seulement à Félix Tshisekedi, mais de l'année 60 jusqu'à ce jour où la gestion des forces armées a toujours posé problème. C'est vrai, le président Félix a aussi sa part de responsabilité, mais c'est une chaîne qui vient de loin. Et il faut voir, est-ce qu'il faut condamner la Belgique? On ne sait pas. Ce sont des questions que les chercheurs pourront peut-être chercher plus tard à éclaircir pour que nous puissions avoir quand même une bonne histoire. Parce qu'en clôturant cette première question, les Congolais n'aiment pas réfléchir sur l'histoire de leur pays. Et les Congolais ne tirent pas leçon de ce qui se passe dans les pays. Et c'est comme ça qu'il y a des cycles de violence qui reviennent, parce que tout simplement, les Congolais n'ont pas tiré leçon. Une fois il y a un événement qui passe, les Congolais oublient. Et donc, ça crée préjudice à ce qui viendra plus tard. Pour votre deuxième question, pourquoi je suis allé répondre au conseiller spécial? Je suis un député national. Beaucoup de gens l'oublient. Et je le disais au début de cette intervention, j'ai un mandat constitutionnel. À la Constitution, c'est l'article 101, alinéa 4, où je représente la nation. J'ai tous les Congolais derrière moi. Je suis bien sûr élu dans la ville de Bunia en Ituri, mais j'ai cette obligation de défendre les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et donc je vois mal que les problèmes que nous traversons ne soient pas portés à l'attention de ceux qui gouvernent le pays. Et je vais ajouter, l'article 101 alinéa 5 de notre Constitution ajoute encore une chose. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que le député a un mandat non impératif. Autrement dit, nous sommes libres d'exercer notre pouvoir du peuple parce que nous représentons ce peuple-là. Donc je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation
d'un parti politique pour aller me faire représenter quelque part. Je n'ai pas besoin d'obtenir l'autorisation de qui que ce soit en dehors de ces peuples que je suis en train de représenter, parce que mon chef, c'est le peuple. Et c'est à cela que nous sommes allés porter cette parole de la population pour dire clairement ce que nous pensons. Et cela, ça se passe dans les institutions. Le conseiller spécial en matière de sécurité n'est pas un simple individu. Il est dans l'institution président de la République. Et nous sommes dans l'institution Assemblée nationale, nous sommes dans le Parlement. Il y a l'institution gouvernement. S'il faut aller dans cette même logique, ça veut dire tout simplement qu'il est interdit à un député de l'opposition d'aller rencontrer un ministre qui est de la majorité ou d'aller vers le gouvernement. Ça veut dire tout simplement qu'il est interdit à un député d'aller s'exprimer à l'Assemblée nationale, qui est aussi une institution. Ça voudrait dire que c'est interdit à un député d'aller rencontrer les chefs de l'État. Moi, j'ai toujours rencontré les chefs de l'État, j'ai toujours parlé à haute voix sur ce qui préoccupe la nation. Et je l'ai fait et je le ferai toujours. Donc, le député national, c'est quelqu'un qui a un mandat large, il représente la population, il est libre de pouvoir porter haut la voix de la population. Quand vous voyez ce que la province de l'Ituri souffre aujourd'hui, comment la province souffre aujourd'hui, les informations ne viennent pas. Moi j'ai toujours déploré que le gouvernement n'a jamais transmis toutes les informations de ce qui se passe en Ituri. Tous les jours, les gens sont égorgés en Ituri. Tous les jours, les gens qui vont au champ, ils meurent. Mais il y a aussi la mort indirecte. Ou les gens qui sont dans les camps, parce qu'en Ituri, on a plus ou moins 2 millions de déplacés internes et externes. Tous les jours, ils meurent, ils n'ont pas à manger. La communauté internationale ne leur donne même pas d'assistance, même pas les gouvernements. Et ils sont là. Il y a les viols, il y a les pillages, il y a tout dans les camps. Ils sont en train de mourir de la maladie, de la malaria, aucune assistance. Et si nous comptabilisons ce nombre de morts, vous voulez que moi je reste là à regarder ma population mourir et au nom d'un chef de parti ou alors au nom du parti, je ne vais pas aller poser ces problèmes, j'irai poser ces problèmes. Voyez ce qui se passe au Nord Kivu aujourd'hui. Tous les jours on tue des gens au Nord Kivu, tous les jours on tue les gens au Sud Kivu. Moi je suis allé jusqu'à Minembwe, dans les territoires de Fizi, dans les territoires de Mwenga. Mais ce sont des morts tous les jours, des violences tous les jours, des pillages de bêtes, des scènes horribles à voir. Mais est-ce que vous attendez ces informations à Kinshasa? Non. Et aujourd'hui, que je ne reporte pas ce que la population du Sud qui vous traverse, la population du Nord qui vous traverse, au nom de la discipline, je ne sais pas, à un parti politique, jamais de la vie. Moi, je vois le peuple, mon chef reste le peuple. Quand on est Premier ministre, on a une responsabilité. Quand on est ministre, on a une responsabilité. Quand on est à la députation nationale, au Parlement, on a une responsabilité. Qui peut aller siéger là-bas s'il n'a pas le poste de député? Qui peut participer au Conseil des ministres s'il n'a pas le poste de ministre? Alors, c'est un faux débat. Donc, le poste fait partie de la responsabilité pour trouver la solution au problème que nous sommes en train de chercher, tout simplement. Et pour terminer votre question, c'est volontaire. Vous pouvez aller apporter votre contribution au conseiller spécial et vous dites, parce que lui-même il demande là-bas, est-ce que vous voulez participer au gouvernement ou non? Le conseiller spécial il demande. Alors, si vous ne voulez pas participer, dites que non, moi je suis venu juste vous proposer ce que je pense, mais je ne suis pas preneur pour faire partie du gouvernement. Et vous êtes libre, on ne va pas vous arrêter pour ça. Mais si vous voulez participer, apporter votre pierre à l'édifice, vous dites, voilà, je voudrais faire partie de ce gouvernement. Et c'est l'offre que moi je leur ai dit. Je dis, bon, si vous pensez que moi je peux aider, bon, je suis là, je peux aider. Mais si vous pensez que je ne peux pas aider, il vous appartient parce que je suis député national, c'est la grande fonction qui me convient. Mais si on dit aujourd'hui, bon, Gratien vient pour aider le gouvernement à atteindre tel objectif parce qu'il y a la guerre, vous pensez que je vais refuser? Si je refuse, c'est que je n'aime pas mon peuple, c'est que j'ai d'autres raisons cachées.
la part de la population. Nous sommes face à une population qui est insensible. Et pourquoi cette population est insensible? Parce que nous, les politiques, nous avons échoué à sensibiliser cette population à prendre sa responsabilité. Je m'explique. Vous savez que dans un parti politique, on a le rôle de sensibiliser, de véhiculer des messages patriotiques qui appellent la population à intégrer une idéologie constructive pour la nation. Mais vous savez avec nous qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques, parce qu'on en a plus de 1000. Ce qui se passe, on va ramasser des gens, excusez-moi pour ces termes, on va prendre des gens, on va les rendre comme des robots. En fait, on va les robotiser pour dire, bon voilà, vous allez faire ceci, et vous allez juste acclamer, et on va vous donner l'argent des transports. Donc, nous-mêmes, nous avons détruit, nous les hommes politiques, nous avons détruit cette population parce que nous n'avons pas montré à cette population comment suivre les valeurs idéologiques constructives pour un pays, pour une nation. Et donc, quand vous voyez depuis un père, parce que moi je suis né à l'époque de un père, vous avez vu comment on nous faisait chanter. Et il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de discussion. Vous allez chanter Mobutu 100 ans, je ne sais pas, et c'était tout. On nous a abrutis à partir de cette époque-là. Et plus tard, Laurent Désiré Kabila arrive, lui ne voudra pas du parti, il fait l'autoritarisme. Et Joseph qui arrive par la suite, nous vient avec le PPRD. Le PPRD n'a pas véhiculé de bons messages non plus pour encadrer la population. Les PPRD aussi, excusez-moi de citer les noms, comme j'ai cité un père, je cite aussi les PPRD parce que c'était des partis au pouvoir. Mais ils ont usé aussi de la confiance du peuple pour les abrutir davantage, et il n'y avait pas justement cette séance éducationnelle qui pourrait permettre à ce que la population prenne conscience, soit consciente que nous devons revendiquer notre droit. Parce que ça doit passer par les pays. Et c'est une des causes aussi. Vous savez qu'en démocratie, il y a les statuts de l'opposition, il y a une loi portant fonctionnement des partis politiques. Cette loi, elle n'a jamais été appliquée. Parce qu'on devrait financer les partis politiques de l'opposition, ou tous les partis politiques. Mais pourquoi on ne finance pas, ou on ne veut pas que cette loi soit mise en œuvre? Tout simplement parce qu'on veut que la population soit abrutie. Donc c'est aussi la population, à travers leurs dirigeants, qui sont en train de détruire les pays. Et c'est là parce que tout simplement, la population se désintéresse. Vous avez vu pendant la campagne électorale, on ne vient pas pour véhiculer ou bien pour passer des messages constructifs, mais on vient plutôt parler avec la population pour les mentir, faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, et après on leur distribue l'argent, et cette pauvre population, parce qu'elle n'a pas de moyens, elle prend les 1000 francs, les 2000 francs, les 3000 francs, et va aller voter. Mais quel est le message que je retiens quand quelqu'un vient battre campagne? Il n'y a pas ce message-là. Et donc, les projets de société qui devraient être véhiculés par les partis politiques ne sont pas véhiculés comme il se doit, ne circulent pas et ne sont pas dans la tête, en fait, de la population. Et donc, on se retrouve face à une population qui est faible et qui ne sait pas par où commencer. Et je vais terminer votre première question en disant que normalement, la population se joint à son parti politique pour revendiquer. Parce que les partis politiques est le cadre idéal pour revendiquer une position politique ou un droit de la population, ou tout ce qui va en dehors de la bonne gouvernance. C'est le cadre dans les partis politiques. Mais dès lors que ces partis politiques sont corrompus avec des autorités morales, comme on le dit, moi je les appelle des leaders éternels. Vous avez déjà vu un parti politique ici où on a changé démocratiquement le président? C'est extrêmement rare. Le président du parti, quand il est à prison, il est président du parti. Quand il voyage, il est président du parti.
En fait, il est président fondateur, il reste au sein des partis, il règne, et s'il mourait, c'est son fils ou sa femme ou quelqu'un de sa famille qui le remplace. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie devrait commencer au sein des partis politiques. Et c'est ce qui ne se passe pas comme il se doit. Je vous donne encore un autre exemple. Les partis politiques sont régionalisés. Quand on parle de tel parti, vous voyez telle région du pays. Tel parti, telle région du pays. Tel parti, telle tribu, telle ethnie. Il n'y a pas un parti rassembleur qui peut rassembler toutes les 26 provinces pour pouvoir montrer l'exemple. La conséquence, c'est quoi? Il n'y a pas un parti qui peut produire la majorité au Parlement. Depuis que la RDC existe, on passe par des coalitions pour faire la majorité parce que nous sommes divisés. Et c'est justement maintenant le temps de trouver la solution pour pouvoir remettre de l'ordre parce que les partis politiques ne sont pas exemplaires. Et moi maintenant, en tant que quelqu'un qui est libre, nous sommes déjà en train de parler avec des jeunes, avec ceux-là qui voient ma vision ou ma politique de bonne manière pour qu'on crée plus tard un parti qui va montrer l'exemple de l'unité nationale dans les 26 provinces. Et nous allons y arriver. Voilà. Ce gouvernement, moi j'ai parlé de 25 ministres. Ça c'est moi, avec la délégation des opposants qui m'avaient accompagné. Nous étions 12. Nous avons demandé à ce que le gouvernement ne dépasse pas 25. Pourquoi? Parce que nous voulons justement réduire les traits des institutions pour que les gens n'aillent pas chercher des postes, mais trouvent des responsabilités utiles pour que les choses aillent de l'avant. Mais au-delà de votre question, je voudrais ajouter que le vrai problème de la RDC, ce n'est pas la réduction des trains de vie des institutions. Le vrai problème, c'est lutter contre la corruption. Parce que quand vous voyez l'argent que nous perdons chaque jour, chaque mois, cet argent pourrait aider la RDC à pouvoir se reconstruire, même si les gens qui sont dans les institutions étaient bien payés. On peut prendre l'argent de la corruption qu'on vole aujourd'hui et pouvoir l'ajouter sur les salaires des citoyens, pouvoir l'utiliser pour la production. Mais ça n'existe pas malheureusement. Et donc, nous pensons, et c'est ce qu'on nous a posé aussi la question, pourquoi le gouvernement, quelle serait la priorité du gouvernement de l'Union nationale? Il faut que le gouvernement travaille sur la corruption, lutte contre la corruption. Pour nous, c'est d'abord la priorité de ce gouvernement. Parce que nous, on a pensé d'abord à la sécurité, mais après, il faut lutter contre la corruption si on veut donner la solution au problème. Mais c'est vrai qu'il y a des institutions qui abusent. Vous savez, j'ai toujours été contre une rubrique qui existe dans le fonctionnement des institutions qu'on appelle fonds secrets de recherche. En fait, c'est même la porte de la corruption institutionnelle. Les fonds secrets là, c'est un montant qu'on attribue à un dignitaire, à un membre du gouvernement, et il ne va pas justifier cet argent. C'est pour l'argent, c'est pour distribuer, c'est pour gérer tout ce qu'il y a comme transport, tout ce qui peut venir et ce qui n'est pas budgétisé. Donc, il y a un travail, effectivement, qu'on doit faire des fonds pour dénicher tous les fonds secrets et pouvoir retravailler les budgets qui sont affectés aux institutions. Quand vous voyez un ministre passer avec 3, 4, 5, 6, 7 voitures comme cortège, c'est une dépense. C'est pratiquement une dépense parce qu'on n'a pas besoin de sécuriser un ministre avec plus de 2 voitures ici dans la ville de Kinshasa parce que le ministre a peur de quoi? Et tous ces cortèges servent à quoi? C'est une dépense parce que ce sont des carburants qui se volatilisent, ce sont des membres, des personnels qu'on paye en plus. La police qui devrait sécuriser la population est affectée à la suite d'une autorité, c'est une aberration. On peut juste avoir 1 ou 2 policiers, c'est fini, qui s'habillent en civil et qui est dans la voiture, qui suit le ministre. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses à pouvoir retravailler au sein du gouvernement pour réduire les trains de vie des institutions. Mais la solution durable, c'est lutter contre la corruption d'abord et lutter contre les fichiers fictifs. Officiellement, on vous dira qu'il y a 500 000 enseignants
Je donne un exemple, mais officieusement, il y a plus de 2 millions d'enseignants qu'on paye. On vous dira qu'il y a peut-être 100 000 médecins officiellement, mais s'il faut vérifier les fichiers, peut-être qu'on paye 1 million de médecins. C'est la même chose pour les infirmiers, c'est la même chose pour l'armée, parce que vous savez, quand le chef de l'État est allé à Ituri à l'époque, il a lui-même dit que l'effectif militaire, on l'a trompé, ce n'était pas ce qu'il pensait. Donc nous avons ce genre de problèmes, et si nous récupérons tous ces fonds, il faut de la volonté. Pour récupérer, ça pourra aider la République. Et vous savez qui touche cet argent? Ce sont les familles des dignitaires, ce sont les membres et les militants des partis politiques qui touchent cet argent gratuitement chaque mois, et il faut en sorte que l'État est en train de perdre l'argent qui pouvait servir pour les investissements et rehausser les salaires des agents. Donc il y a moyen, avec le gouvernement de l'Union nationale, si les gens sont décidés, si les gens sont francs, si les gens sont sincères au sein de ces gouvernements, ils peuvent relever les défis et apporter la solution à la question sécuritaire. Merci. Vous avez vu, nous avons accompagné les pouvoirs de Félix à travers l'Union sacrée, parce qu'une fois nous sommes rentrés au pouvoir, et après nous avons rejoint l'opposition, parce que tout simplement nous n'avions pas trouvé la solution au problème que nous cherchions. Et en 2023, je pouvais revenir au sein de l'Union sacrée pour continuer à soutenir la politique du président Félix, mais je n'ai pas voulu, je suis resté à l'opposition même en 2023. Ça veut dire que pour le moment, je reste opposant. Et même si, par hasard, je me retrouvais dans le gouvernement d'Union nationale, je serais comme opposant. Parce que la différence que les gens pensent que c'est le débauchage, non. La différence, c'est quoi? Le gouvernement de l'Union nationale, c'est le gouvernement de salut public. En fait, on va amener tous les acteurs clés à développer le pays. Et ça passe par une responsabilité et de l'opposition et de la majorité. Donc, si jamais je me retrouve au gouvernement, je suis opposant au gouvernement dans un gouvernement d'union nationale. Et je ne suis pas le premier. On connaît, par exemple, vous connaissez José Makila. Il a été au gouvernement d'union nationale, attaqué opposant, mais après, il a choisi de prendre son chemin pour aller rejoindre Joseph Kabila. Il y a d'autres comme François Mwamba et d'autres, ils sont nombreux. Donc, nous, on reste opposants et je vais changer tout simplement en 2028, s'il y a les élections, je vais changer. C'est à ce moment-là que nous allons ensemble évaluer avec la population, avec ma base, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que je dois être à l'opposition ou à la majorité, et nous allons tirer toutes conséquences par rapport à ça. Mais je vous rappelle qu'en 2028, je n'ai pas besoin d'être à l'opposition parce que je serai candidat président et donc je vais battre campagne en tant que candidat président.